La terre et l'eau, deux éléments majeurs constituant la base de nos écosystèmes. Dans ces milieux naturels, les berges de cours d'eau forment alors un véritable trait d'union entre ces deux éléments. Dessinés par les flots et le temps, arborées, herbeuses ou encore sableuses, les berges accompagnent l'eau dans son cheminement vers la mer. Elles sont alors de véritables cordons pour la biodiversité. Ces milieux fragiles sont le refuge d'une grande diversité d'espèces végétales et animales. Pour mieux les protéger, des femmes et des hommes travaillent au quotidien pour améliorer les connaissances de ces milieux si particuliers. Scientifiques, gestionnaires d'espaces protégés ou encore passionnés de ces milieux, ils nous livrent leurs regards et nous dévoilent ici le génie de ces berges vivantes. En France, le linéaire des cours d'eau s'élève à 620 000 km, ce qui représente ainsi plus d'1 million de kilomètres de berges. Parmi tous ces cours d'eau, il en est un plus emblématique que les autres, la Loire, le plus long fleuve de France. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe et doit cette appellation à la richesse de sa faune et de sa flore et à la diversité de ses paysages. Et c'est ici, depuis les berges de la réserve naturelle nationale du Val-de-Loire, que l'on peut comprendre comment se crée cette mosaïque de milieux contrastés, abritant une biodiversité étonnante et parfois fragile. La Loire est la clé de la biodiversité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette Loire qui arrache du sable, va le déposer, fait des berges de différentes natures, des raids, des pentes douces, etc., on n'a pas cette diversité. Et ici, sur cette réserve naturelle nationale, on a vraiment un condensé de toutes ces espèces, de tous ces habitats et de ce style fluvial particulier qui est en tresse, avec multiples bras, un chenal principal, multiples bras, et qui crée en plus cette immense biodiversité qu'on a sur ce secteur-là. Alors, sur le secteur réserve naturelle du Val-de-Loire, mais de manière générale sur cette Loire malienne, la spécificité, c'est quand même ce lit vif qui, d'année en année, en fonction des montées d'eau, des étiages, va changer de visage. Et on a effectivement, rien que dans ce lit vif, dans le lit mineur, on va dire, on a une diversité de types de bancs de sable colonisés par des saules. On a des colonies d'oiseaux qui s'installent, comme les sternes. Sur les parties de berges vraiment sapées, on a une corde d'espèces d'oiseaux qui vient nicher dedans, martin pêcheur, hirondelle de rivage, guêpier. Par la présence de ces espèces-là, au travers de ces trois espèces d'oiseaux, hirondelle de rivage, guêpier et martin pêcheur, on a là la démonstration que même si ça a d'apparence pour nous humains quelque chose de dégradé, on a une adaptation, on a des espèces qui peuvent y vivre et qui s'installent et pour faire leur nid dans des falaises un peu d'érosion que la Loire a vraiment sapé, et elles se trouvent là en sécurité. En fait, une falaise, c'est pour ces espèces d'oiseaux la sécurité, parce que difficilement accessible pour les prédateurs, pour nous, pour les humains, qui voilà, on n'a pas envie d'aller grimper sur ces falaises de sable, et elles vont pouvoir s'y installer pour nicher.
La Loire a laissé des traces de son passage avec des immenses dépôts où on a des grandes étendues de pelouses et de prairies ligériennes qui sont des habitats rares maintenant puisqu'elles sont en voie de disparition, colonisées. Et puis il y a toute une dimension forestière qui de plus en plus grandit au fur et à mesure des années et des décennies, qui est aussi imposante et assez majestueuse maintenant avec des grandes forêts alluviales qui ont quasiment, pour les plus vieilles, 100 ans. C'est jeune pour une forêt, mais ça commence à devenir intéressant. Les berges sont vivantes. Et lorsque la dynamique fluviale achève son travail et que les bancs de sable sont fixés, c'est une autre dynamique qui entre alors en jeu, la dynamique végétale. On a la chance d'avoir ici, et sur toute la Loire moyenne, ce qu'on appelle une succession primaire, c'est-à-dire une forêt qui naît d'un espace totalement minéral. Le paradoxe, c'est que les locaux le voient comme une banalité parce que tout le long de la Loire, sur 300-400 km, on a ces habitats sur une faible largeur, la largeur du fleuve, sur les îles, les berges. Ce sont des habitats patrimoniaux qui sont classés Natura 2000 du fait de leur rareté dans les grands fleuves et cet habitat-là est bien représenté en Loire moyenne. Donc c'est des habitats qui ont été perdus dans d'autres grandes vallées telles que la Seine par exemple ou peut-être même le Rhône, des rivières, des fleuves plus artificialisés. Véritables colosses aux pieds d'argile, les forêts alluviales ont un équilibre fragile. Et il semblerait que cet équilibre soit d'autant plus remis en cause depuis quelques années avec l'arrivée de nouvelles espèces exotiques envahissantes comme l'érable Negundo, remettant ainsi en cause tous les savoirs et le devenir de ces formations végétales précieuses. Alors depuis 2012, 3 fois par an, fin juin, fin juillet et fin août, on fait des observations exhaustives de la flore des différents îlots de Marot. Et depuis le début du suivi, on observe une tendance à l'augmentation des espèces invasives et aussi de leur abondance. Alors bon, après, il faudrait prendre le temps de nuancer. Il y a des espèces qui régressent, d'autres qui augmentent, mais disons que globalement, le bilan est plutôt négatif et va vers une augmentation. À l'image de la dynamique fluviale qui crée ou façonne ces berges, il existe aussi une dynamique végétale propre à ces milieux. Il faut alors s'imaginer que ces grandes forêts alluviales sont dépendantes de l'installation d'espèces pionnières, plusieurs dizaines d'années auparavant. Parmi ces espèces, la petite massette est une espèce pionnière caractéristique de ces milieux, dont la présence est étroitement liée à la dynamique du cours d'eau. La petite massette est une espèce qui colonise les bancs et berges de cours d'eau nouvellement créés, nouvellement rajeunis par les crues. Et donc cette dynamique va dépendre étroitement du régime de perturbation de la rivière, la dynamique des crues et générant ainsi des extinctions et des colonisations locales en patch le long du cours d'eau où elle est installée. Cette espèce est dite espèce parapluie. En protégeant cette espèce et restaurant des populations, on va à la fois conserver l'habitat et toutes les espèces végétales et animales qui en dépendent. La petite massette est une espèce qui a régressé d'environ à 50% sur les cours d'eau alpins français en l'espace de 100 ans, ce qui lui vaut le statut d'espèce protégée à la fois à l'échelle nationale et également régionale où elle est inscrite sur les listes rouges d'espèces protégées. Une des causes majeures du déclin de cette espèce reste l'artificialisation des cours d'eau. En chenalisant les rivières à partir de digues ou encore de barrages pour la production d'électricité, c'est toute une dynamique naturelle vitale pour bon nombre d'espèces qui est remise en cause. Si aujourd'hui la petite massette est menacée d'extinction, les travaux scientifiques menés par Nadège devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent sa présence et proposer ainsi des solutions pour sa sauvegarde.
Un deuxième axe de ma thèse consiste à essayer de comprendre quels sont les processus spécifiques à cet environnement qui vont être en cause dans la régression de l'espèce. Est-ce que c'est l'arrivée des espèces ligneuses qui vont engendrer une régression, cette espèce dite pionnière qui arrive en premier, ou est-ce que c'est plutôt en lien avec les dynamiques d'accrétion de sédiments, que ce soit l'ensevelissement ou à l'élévation sur la berge? Le troisième axe de mes travaux a consisté à optimiser les protocoles de transplantation de cette espèce, c'est-à-dire savoir de quelle manière transplanter, à quelle hauteur, sur quel type de berge. En plusieurs saisons de végétation, Nadège a ainsi multiplié ses observations de terrain sur plusieurs stations de Petite Massette et nous livre aujourd'hui les résultats de ses travaux. Du coup, ces travaux ont permis de mettre en évidence la nécessité d'avoir des stades pionniers jeunes de la végétation riveraine, et on retrouve effectivement beaucoup de problématiques de fixation du banc et de maturation de la végétation. Donc il est vrai que les gestionnaires peuvent intervenir sur leur cours d'eau, à leur échelle, à l'échelle du tronçon de rivière du bassin versant, pour essayer de redynamiser, rajeunir cette végétation riveraine pour favoriser les stades pionniers auxquels appartient la Petite Massette. Si on laisse de l'espace à la rivière, on va réussir à trouver quelque chose d'un peu plus naturel de ce qu'elle était avant. Puis ça se voit déjà sur certains tronçons de cours d'eau. On est passé en canoë entre les premières prospections en 2016 et la dernière qu'on a fait en 2021. Il y a des endroits, il y a carrément un lit en style un peu en tresse qui est en train de se restaurer. On peut réparer en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut vraiment réparer et restaurer les cours d'eau, quoi. En protégeant une espèce végétale, c'est tout un cortège d'espèces qui est alors concerné et favorisé par ces mesures de protection. Mais il existe aussi des espèces capables d'adapter leur environnement à leurs besoins. Et sur les berges, il en est une qui façonne son milieu en véritable architecte, le castor d'Europe. Espèce au bord de l'extinction il y a quelques dizaines d'années, il a réussi à recoloniser les cours d'eau à partir d'opérations de réintroduction menées dès les années 1950. Alors, le castor d'Europe, c'est une espèce qui, après avoir failli disparaître vraiment au début du XXe siècle, il restait quelques dizaines d'individus dans le sud du bassin du Rhône, et l'espèce a été protégée localement à partir de 1909. Depuis 1987, l'ONCFS et maintenant l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, on est chargé de suivre l'évolution de la répartition du castor en France. Donc pour ça, on fait des prospections sur les cours d'eau pour voir où l'espèce est présente, où elle s'installe, où elle se développe. Donc on constate effectivement une augmentation de l'aire de répartition, un peu tous les ans. Et surtout, on voit parfois l'espèce arriver sur des milieux, on va dire, qu'on n'imaginait pas l'avoir colonisé. Et c'est là qu'avec tous ces constats qu'on s'est rendu compte, donc on se rend compte que l'espèce est vraiment très adaptable et peut s'adapter à des milieux très diversifiés. C'est ce qu'on appelle une espèce ingénieure des écosystèmes parce qu'il va avoir la capacité de modifier son environnement pour l'adapter à ses besoins. Et ces modifications vont avoir tout un effet sur les habitats, sur les milieux et sur les espèces, globalement plutôt positif, voire très positif pour la biodiversité. Et ça, il va le faire à la fois par son action, par ses consommations, parce que quand il va aller se nourrir dans la ripisylve, en coupant des arbres, il va créer des éclaircies, ce qui va permettre de redynamiser la régénération de la ripisylve, et également créer des trouées qui vont permettre à la végétation plus basse, herbacée, de redémarrer. Donc ça, c'est des effets qui sont liés vraiment à son action de consommation, mais il a aussi la capacité de construire sur le cours d'eau des barrages et créer en amont des zones d'eau calme, des zones humides et augmenter globalement la diversité du milieu. Son action, ça va être vraiment de diversifier les habitats sur l'ensemble du cours d'eau et notamment sur les berges où il va permettre une autre biodiversité, de nouvelles espèces d'arriver.
En stabilisant le niveau d'eau pour ses besoins, c'est tout un écosystème qu'il façonne autour de lui. Cet animal rustique est un ingénieux architecte et représente une aide précieuse pour la dynamique des berges et de la ripisylve. On essaye d'être des élèves de la nature, des stagiaires de la nature et de la copier pour faire les choses bien. Parce que la pêche à la mouche, on est vraiment sur de la reproduction du modèle naturel, donc des insectes qui sont présents. Donc les mouches, pour rappel, c'est une imitation d'insectes aquatiques. Donc une mouche, c'est ça, on parle de mouche, mais ce n'est pas la mouche domestique, c'est vraiment l'insecte aquatique. Donc on a tout intérêt, nous, à préserver cette biodiversité, comprendre les atouts d'une berge boisée. On a tout de suite envie de se diriger vers une berge qui est boisée. Ces berges boisées sont des supports très importants, notamment pour les insectes et toute la vie aérienne, mais aussi pour la faune aquatique. Parce que sans insectes, c'est la base de la pyramide. Donc sans notre microfaune, sans des substrats non colmatés et adéquats pour accueillir toute cette microfaune, on n'aura pas la suite de la pyramide, on n'aura pas les petits blancs, on n'aura pas les petits vairons, on n'aura pas les truites et ainsi de suite, parce que c'est la base de tout, quoi. Moi j'ai un rapport qui est assez particulier avec les berges de rivière et par mon activité de fournisseur de branches de saule pour les travaux de génie végétal. Et par ma deuxième activité de moniteur guide de pêche. Donc j'ai tout intérêt à avoir des berges naturelles pour pratiquer ma passion et mon second métier de moniteur guide de pêche. Le génie végétal fait partie des solutions fondées sur la nature et il est de plus en plus utilisé pour restaurer les berges de cours d'eau. À l'image de la reproduction des mouches pour la pêche, le génie végétal permet de reproduire des berges naturelles en utilisant certaines essences végétales comme les saules qui sont reconnues pour leur capacité de multiplication végétative. Que ce soit dans l'activité du génie végétal où on observe le modèle naturel pour le remettre en application ou dans la pêche à la mouche, c'est la même chose. Je regarde actuellement ce que le poisson mange, c'est un modèle naturel. Qu'est-ce qu'il mange? C'est Beatis rhodani qui est là actuellement. Je pêche avec une imitation de Beatis rhodani. Donc on reste sur des valeurs sûres, on imite la nature. Voilà. Quand il y a un projet de renaturation sur un secteur où il y a du castor, l'idée ce serait de vraiment prendre en compte la présence de l'espèce de façon globale, à l'intégrer, que peut-être il y a peut-être moins nécessité d'intervenir directement avec des engins, faire de l'ingénierie peut-être moins lourde et laisser peut-être un peu plus de temps, parce que ça prendra un peu plus de temps, mais laisser peut-être plus de place par exemple au castor pour qu'il fasse son œuvre et qui naturellement produise ses effets de renaturation, de diversification des habitats. S'inspirer de la nature. Voilà sans doute l'enseignement que l'on doit au castor quand on prend le temps d'observer et de comprendre les effets d'une espèce sur son milieu. C'est pas l'homme qui décide, c'est la loi, c'est elle qui façonne, c'est elle qui détruit. Et derrière tout ça, il faut s'adapter, il faut s'installer, qu'on soit oiseau, qu'on soit végétal, qu'on soit humain. Le fait qu'elle change tout le temps, une saison sur l'autre, elle a multiples visages, c'est vrai qu'il y a un côté un peu anthropique, hein, ça donne l'impression d'une personne. Les anciens d'ailleurs la surnomment souvent comme une femme
qui change, qui a multiples visages, etc., quoi, et qui est très attirante. Depuis le fond des vallées alpines, dans le tumulte des eaux cristallines, jusqu'aux plus grands fleuves qui serpentent à travers les plaines, les berges accompagnent le chemin de l'eau avec une diversité étonnante. Vivantes, fragiles, elles ne laissent pas indifférents ceux qui la côtoient et renferment en elles les solutions pour continuer d'avancer avec elle.